Bonsoir, bienvenue, c'est BFM Story en direct jusqu'à 19h. De très violents incidents en plein Paris cet après-midi en marge du défilé syndical du 1er mai. De véritables scènes de guérilla. 1200 individus cagoulés ont cassé, saccagé des commerces, notamment un McDonald's en face de la gare d'Austerlitz, une agence Renault ou encore une auto-école. Les CRS dans un premier temps ont gardé la distance avec les casseurs et puis ensuite ils sont intervenus avec un canon à eau et des lacrymogènes. Gérard Collomb condamne les violences. Le ministre de l'Intérieur a promis d'ailleurs d'appréhender les auteurs de ces actes qu'il juge inqualifiables. Et à l'instant, on apprend que 200 Black Blocs auraient été interpellés par la police. C'est la préfecture qui donne cette information. La préfecture de police qui tiendra d'ailleurs un point presse tout à l'heure à 18h30. Bien sûr, à suivre en direct ce soir dans BFM Story. Déjà des réactions politiques, notamment Laurent Wauquiez pour l'opposition, qui dénonce la faillite de l'État régalien. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, parle de bandes d'extrême droite qui auraient donc saccagé une partie du cortège parisien, en tout cas des quartiers parisiens traversés par ce cortège syndical. On y revient avec tous les acteurs ce soir jusqu'à 19h. On va tout de suite retrouver nos équipes qui sont déployées sur le terrain et notamment Fabien Crombé qui est du côté de la place de la Bastille pour BFM TV. Fabien, qu'en est-il à 17h59 ? Alors le calme est revenu dans le quartier de la Bastille, les compagnies de gendarmes et de CRS sont en phase de nettoyage. Maintenant on n'entend plus de face à face, la circulation a partiellement été rouverte. Ce qu'on observe désormais, ce sont les dégâts avec, justement on va vous montrer, cette agence Mercedes qui a été complètement explosée. Et puis ensuite, c'est ici que d'abord le cortège du 1er mai a défilé, puis ensuite que ces fameux manifestants, si on peut les appeler comme ça, cagoulés, se sont dispersés et ont construit une véritable barricade avec des collecteurs de vêtements. Et puis ici, elle a été déblayée désormais par les CRS, mais une vraie ligne de barrage que ces jeunes cagoulés ont tenu pendant plusieurs minutes face aux CRS. C'est donc l'ampleur des dégâts qui est constatée ici, avec un face-à-face qui a duré extrêmement longtemps, des personnes cagoulées en noir, bien équipées, bien organisées, très mobiles et surtout très très nombreuses face aux forces de l'ordre. On parle de 1500 personnes, 1500 forces de l'ordre déployées pour cette manifestation et plus d'1 millier de personnes cagoulées. Donc il n'y avait pas une nette supériorité de la part des forces de l'ordre. Pour rappel, simplement pour vous expliquer, lorsqu'il y a eu l'opération sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y avait 2500 gendarmes mobiles et 250 zadistes estimés, voilà, pour avoir un ordre de grandeur. Merci Fabien, donc vous nous confirmez que les violences se sont terminées et que désormais la police va nettoyer ce que les casseurs ont laissé. On va en parler avec tout d'abord ceux et celles qui étaient dans la rue lors de ce défilé traditionnel du 1er mai, à commencer par Céline Verzelletti. Bonsoir, secrétaire confédérale CGT. Vous allez nous raconter votre expérience dans ce cortège parisien mouvementé. Jean Garrigue, bonsoir, professeur d'histoire politique à Sciences Po. On n'avait jamais vu ça lors d'un défilé du 1er mai. Stanislas Godon, le secrétaire national du syndicat Alliance Police, bonsoir. Bonsoir. Et puis Apolline de Malherbe, parce qu'il y a déjà des réactions politiques, on va y revenir dans un instant. Tout d'abord, Céline Verzelletti, racontez-nous ce que vous avez vécu dans ce cortège parisien. Eh bien, écoutez, d'une part, il y avait du monde. Hein, c'était un beau cortège du 1er mai. On était beaucoup plus nombreux et nombreuses que l'année dernière, ce qui est, en tout cas, nous, ce qui nous fait plaisir, hein, puisqu'on est en construction de forte mobilisation. Alors, à l'instant, les chiffres viennent d'arriver. Oui. Donc, 55 000 selon la CGT, oui. 20 000 selon la préfecture de police, mais qui dénombre aussi 14 500 personnes hors du cortège. Et donc, 1200 membres de ce qu'on appelle les Black Blocs cagoulés qui étaient parmi ces 14 500 personnes. Alors après, moi, franchement, il y a des choses quand même que je ne m'explique pas parce que c'était un parcours donc dit sécurisé. Hein. D'ailleurs, moi, pour rentrer sur le parcours, j'ai été fouillée par les forces de l'ordre. J'ai monté mon sac à Bastille. À Bastille, avant de pouvoir rentrer. Je venais de Nation pour pouvoir rentrer sur Bastille. Donc, il nous semblait en tout cas que le parcours était sécurisé. J'ai été
jusqu'au cortège de tête, bien évidemment, hein, là où on a montré les premières images, où il n'y avait pas de 10 casseurs au début. A priori, ils étaient beaucoup plus loin. Ils se sont mis en place sur le pont d'Austerlitz. Vous les avez vus, vous, ces casseurs? Oui, bien évidemment, parce que c'est là où il y a quand même un souci, c'est que ces personnes-là, eux, a priori, n'ont aucun souci pour rentrer sur un parcours qui est bouclé et sécurisé. Nous, pour le coup, on a presque plus de mal de rentrer dans notre propre parcours qu'on a organisé avec la préfecture. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, le temps que le cortège démarre, donc il ne se passait rien d'anormal. En tout cas, nous, comme d'habitude, nous sommes là pour manifester de manière pacifique et nous tenons à ce que ça reste bien évidemment pacifique. Et ensuite, à un moment donné, donc, on voit donc des personnes qui viennent de plus loin et qui remontent le cortège. Elles viennent d'où, ces personnes? Ah ben écoutez, si nous on le savait, nous on ne le sait pas. Plus, par contre, ce que moi je peux constater, c'est qu'il y a un problème quand même, alors on vous expliquera sûrement, sur la préfecture qui se doit de sécuriser ce parcours, n'arrive pas à le faire a priori. Pourtant, il y avait 22 compagnies de CRS déployées à Paris. Des forces de l'ordre qui ne neutralisent pas ces personnes-là qui sont là. On les voit, ils arrivent, ils ont leur sac à dos, d'ailleurs ils se vêtissent, on les voit mettre leur cagoule tranquillement et après se positionner là où ils ont décidé de se positionner. Ils restent tranquilles jusqu'au moment où ils ont décidé justement de faire malheureusement ce qu'il faut, c'est-à-dire casser tout. Justement, je voudrais qu'on fasse réagir tout de suite monsieur le policier Stanislas Godon. C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que c'est un cortège qui est sécurisé, fouillé, encadré, il y a notamment le service d'ordre de la CGT qui est déployé, pourquoi ces 1200 personnes arrivent sans problème, cagoulées, et peuvent commencer à casser? Alors d'abord, il faut bien distinguer ces 1200 individus qui étaient hors cortège. Parce que le cortège, effectivement, toutes les personnes qui venaient manifester de manière pacifique ont été effectivement contrôlées. Ah oui. Ces individus se sont rassemblés en amont du cortège. C'est-à-dire qu'ils étaient en dehors du cortège. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est un peu inexpliqué. C'est comment est-ce que des individus cagoulés avec des sacs à dos, avec des armes, notamment par destination, puisqu'ils ont jeté des cailloux, on en a vu certains avec des marteaux qui étaient en train d'arracher des morceaux de certains murs, qui n'ont pas hésité à s'en prendre à des établissements type McDonald's, type établissement bancaire. Et effectivement, ce laps de temps a permis à ces individus extrêmement organisés de se cacher derrière des banderoles qui d'ailleurs n'étaient pas tout à fait des banderoles. Il faut savoir que derrière, il y a des plaques de contreplaqué pour qu'elles soient beaucoup plus difficiles, notamment à enlever. Sur le dispositif, les 1500 collègues, les 22 compagnies de CRS étaient déployés sur l'ensemble du parcours, plus les établissements universitaires qu'il fallait sécuriser, type Tolbiac qui avait été évacué, type la Sorbonne pour éviter qu'elle soit évidemment envahie et de nouveau occupée. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour interpeller 1200 Black Blocs qui étaient totalement déterminés. On n'était pas 1500 pour 1200, on n'était pas du tout dans ce rapport de force là. Et donc ce qui fait qu'il n'y en avait pas assez, effectivement, pour interpeller, neutraliser ces individus à ce moment du pont d'Austerlitz, qui d'ailleurs était un point connu. Oui, expliquez-moi, parce que dès hier, la préfecture de police nous envoie un communiqué de presse pour nous expliquer qu'elle est inquiète et donc elle met en place le dispositif nécessaire. Vous nous dites qu'il n'y avait pas assez de policiers. Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils sont où ces policiers? Mais parce qu'ils sont disséminés sur l'ensemble du parcours, de la Bastille jusqu'à la place d'Italie, plus tous les établissements universitaires qui devaient être sécurisés, et qui d'ailleurs étaient sécurisés depuis le matin même, pour éviter qu'il y ait des individus qui prennent l'occupation de ces établissements universitaires notamment. Céline Verzelletti, est-ce que le service d'ordre de la CGT, qui sait faire, qui a l'habitude d'intervenir sur ce type de défilé, peut empêcher cela? Ben non, après, ça c'est absolument pas de la prérogative des services d'ordre de la CGT ou d'ailleurs des autres organisations syndicales. Il y avait aussi ceux de FO, Solidaire. Il est là, le service d'ordre, pour sécuriser les manifestants qui, eux, sont là, je le répète, c'est important, hein, de manière pacifique. Donc le cortège, lui, et le service d'ordre a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il y a une cadence, on démarre pas, on est en relation justement avec les responsables
responsable de la préfecture pour voir un petit peu le parcours, qui peut être changé à un moment donné et qui n'a pas été changé au départ. Et là, je pense que c'est une erreur aussi, puisque à un moment donné, on nous engage sur le pont d'Austerlitz, alors que finalement, les forces de l'ordre savent déjà que de l'autre côté, il y a justement des risques et qu'à un moment donné, les forces de l'ordre se replient et finalement, nous, on reçoit des gaz et ensuite, on est poussé et on peut se retrouver à un moment donné coincé entre les forces de l'ordre, le pont. Enfin, c'est particulièrement dangereux pour les manifestants et les manifestantes. Et ça, je pense qu'il faut réellement que ça cesse. Donc, soit ils mettent en effet le nombre suffisant de forces de l'ordre pour que, justement, on sécurise réellement des manifestations. Il n'y avait pas assez de policiers. Non, moi je ne dis pas qu'il n'y avait pas assez de policiers. Moi je ne sais pas, monsieur le dit, il sait ce qu'il dit, voilà. Maintenant, nous ce qu'on voit, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas sécurisée, puisqu'on voit bien ce qui se passe et ça ne devrait pas se passer. Ça c'est très clair. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, lorsque nous voulons faire une manifestation, nous l'organisons et nous demandons l'autorisation à la préfecture. Nous avons des rencontres avec la préfecture pour que justement ces manifestations se déroulent dans le calme et le mieux possible. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que nous revendiquons pour le droit des travailleurs. Le 1er mai, c'est une grande journée internationale pour la lutte des droits des travailleurs et pour la paix d'ailleurs aussi. Donc nous ne voulons pas cette violence. C'est la première fois qu'on voit ça un 1er mai. Alors, il y avait aussi un peu des violences l'année dernière. L'année dernière déjà, ça a commencé. Moi, je me souviens, nous avons pris des gaz, nous manifestants, parce que systématiquement, on est pris entre deux. Et alors là, pour le coup, on fait pas trop cas de nous. D'ailleurs, on peut être pris à partie très violemment, alors que nous ne présentons aucun danger. C'est ça qui est assez hallucinant. Ouais. Et par contre, ceux qui présentent des dangers ne sont pas neutralisés dès le départ, parce que moi, je pense qu'il est possible d'empêcher ces individus de se réunir sur ces lieux de manifestation. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre justement à ceux qui veulent manifester de le faire dans de bonnes conditions. Mais moi, je me pose des questions. Est-ce que réellement, on veut que nous puissions manifester dans de bonnes conditions? Moi, là, je me pose vraiment cette question. On va continuer d'en parler, mais je voudrais qu'on donne la parole à Éric Ciotti qui est avec nous, parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions politiques après ces scènes de violence en plein Paris. Éric Ciotti, pour les Républicains, bonsoir. Une réaction, alors Laurent Wauquiez a dit que c'était une faillite de l'État régalien. Vous partagez son point de vue ? Naturellement, je le partage. Aujourd'hui, on voit ces images d'une extrême violence. On voit Paris mis à sac, on voit des commerces dévastés, des voitures brûlées, une manifestation pacifique, celle du 1er mai, entachée par ces violences. Et tout cela était largement prévisible. Les responsables du syndicat Alliance viennent de le dire. Il y a un déficit d'anticipation, il y a un déficit de moyens. On cherche d'ailleurs, on peut trouver des explications à ce déficit de moyens de la part du gouvernement. Il faudra qu'il s'explique là-dessus, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on entend des discours très fermes, des coups de menton du ministre de l'Intérieur, du président de la République. Et puis, lorsqu'il s'agit d'être confronté à la réalité, on voit qu'il y a une différence énorme et que l'autorité républicaine, dans bien des secteurs, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, où on a eu les mêmes scènes de violence avec plus de 50 gendarmes blessés, où les zadistes ont eu le dessus, puisqu'ils sont toujours maîtres du terrain, et bien là, aujourd'hui, c'est à Paris, c'est cette violence qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas contenue, qui n'avait pas été anticipée. Donc il faudra en tirer toutes les conséquences, et pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Moi je demande aujourd'hui qu'on ne laisse plus manifester des personnes qui soient avec un visage dissimulé, avec des cagoules. Ce n'est pas possible, il faut que ces personnes n'aient pas accès aux manifestations, qu'il y ait des contrôles préalables. On connaît ces individus, on doit agir de façon judiciaire maintenant sur ces groupes aussi, ces groupes d'extrême gauche qui ont pour vocation aujourd'hui de porter pour vous, c'est l'extrême gauche au principe de la République. Éric Ciotti, vous dites extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui, dit extrême droite. C'est des groupes qui sont bien identifiés par les services de police et de renseignement. D'ailleurs, la préfecture de police vient de parler des Black Blocs. Voilà, donc on les connaît, ils sont connus en tout cas. Pourquoi, s'ils sont connus, pourquoi on les arrête pas ? C'est la question justement que je pose. Moi je demande qu'il y ait une action judiciaire globale, qu'il y ait la dissolution de ces groupes, et qu'aujourd'hui on ne se contente pas d'une police de maintien de l'ordre, mais qu'on engage des actions judiciaires pour démasquer les auteurs et les organisateurs, parce qu'il y a des organisateurs à ces violences.
aujourd'hui, donc il y a des images, eh bien il faut qu'il y ait une procédure globale, judiciaire, pour traquer chacun des casseurs qui aujourd'hui sont en cause, et pas simplement que demain on passe à autre chose. Merci Monsieur Ciotti pour cette première réaction. Apolline de Malherbe et Jean Garrigue sur les réactions politiques. Apolline de Malherbe, on voit tout de suite Laurent Wauquiez notamment tweeter et se plaindre de la faillite de l'État régalien, et puis Éric Ciotti qui argumente. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les arguments se croisent. Vous disiez tout à l'heure à Éric Ciotti, ah bon, mais vous dites que c'est l'extrême gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon dit que c'est l'extrême droite. Sans doute l'extrême droite. Et effectivement, on a le sentiment que chacun se pointe du doigt, notamment du côté des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon qui a effectivement immédiatement tweeté insupportable violence, donc il a condamné les violences et il a dit sans doute l'extrême droite. Marine Le Pen a dit exactement l'inverse. Elle dit les milices d'extrême gauche devraient être dissoutes depuis bien longtemps, donc chacun se rejette la responsabilité. Et puis Laurent Wauquiez qui ressort effectivement toujours cette rengaine sur l'autorité. Il dit c'est la faillite de l'État. Il faut d'urgence rétablir l'autorité. Une autre question que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle que vous souleviez, madame, c'est-à-dire la question aussi, s'il n'y a pas suffisamment d'effectifs de police, est-ce qu'au fond, les syndicats ne vont pas du coup dire que c'est aussi une forme de responsabilité de l'État qui préfère qu'on parle des manifs, qu'on parle des casseurs, plutôt qu'on parle des manifs. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plus confortable pour Emmanuel Macron de parler des casseurs, des violences, que d'avoir à affronter les colères, la colère et le mécontentement des travailleurs. Jean Garrigue, on n'avait jamais vu ça un 1er mai ? Non, on n'avait jamais vu ça. Et évidemment, il y a eu, depuis très longtemps d'ailleurs, il y a des groupes d'extrême gauche violentes qui polluent ce type de manifestation. En général, alors c'est qui ? C'est l'extrême gauche ou l'extrême droite ? Que défiler. Il me semble que c'est l'extrême gauche. Regardez les banderoles, le Che Guevara, etc. C'est plutôt des groupes d'extrême gauche, il ne faut pas se le cacher. Il y a l'hypothèse d'une sorte de, comment dirais-je, d'impuissance de l'État et même de manipulation par l'autorité politique qui aurait un intérêt politique à assimiler au fond la manifestation à cette violence. Et cette hypothèse me paraît quand même difficile à suivre pour deux raisons. La première, parce que précisément ça suscite les réactions de la droite. Oui. Qui dit, mais regardez, qui pointe la faiblesse justement de l'État. Donc ce serait contre-productif sur le plan politique. Puis deuxièmement, je crois qu'il y a quelque chose qui joue quand même, c'est le syndrome de Sivens. C'est que ça, c'est une vraie raison, me semble-t-il, de ce qui a pu sembler comme une sorte d'impuissance là de la police, c'est qu'on ne veut pas de bavure. Et c'est pour ça. Attendez, on laisse casser le McDo. Tant pis, c'est du matériel parce qu'on craint toujours la bavure. Moi, je pense que cette obsession-là, elle est quand même très présente dans l'esprit des pouvoirs publics. Je parlais justement de ce McDo qui a été détruit en partie par ces casseurs, ces Black Blocs. 200 d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés par la police. Nous sommes avec Anne-Sora Dubois pour BFM TV qui se trouve justement boulevard de l'Hôpital. C'est là où la plupart des scènes de violence et de saccage se sont déroulées. Et vous êtes à côté du gérant, Anne-Sora Dubois. Oui, absolument, Christian Noël. Vous découvrez, voilà, ce qu'il reste de votre magasin, des voitures sans permis qui ont été totalement calcinées. Ce que vous nous disiez, c'est que les personnes qui sont arrivées ont sorti les voitures, ont d'abord brisé les vitres. En fait, ils ont cassé la vitrine parce que la police était passée hier, nous avait demandé de rentrer toutes les voitures qui étaient dans la rue, ce que l'on a fait, ce qu'on fait quand il y a des manifestations. Et là, ils ont cassé toutes les vitrines et ils sont rentrés à l'intérieur du magasin. Ils ont sorti toutes les voitures, enfin les 3 voitures qui étaient dedans, ils les ont sorties et ils ont mis le feu aux voitures. Et à ce moment-là, la police a intervenu pour les faire dégager et puis pour stopper un petit peu l'hémorragie, je vais dire. Parce que bon, mais pour nous c'est une catastrophe quoi. On est qu'est-ce que je vous dise, rien à part que je constate que c'est inadmissible. C'est inadmissible que les gens manifestent, je comprends très bien. Mais par contre qu'à côté de ça, il y a des gens cagoulés qui arrivent et qui cassent tout comme ça s'est passé là. Et je suis pas le seul parce que je parle pour les autres à qui c'est arrivé pareil. Où c'est qu'ils cassent tout. On a le McDo en bas, ils ont tout cassé. Nous ils ont tout démoli, ils ont tout cassé. C'est inadmissible. Je veux dire à un moment donné, il faudra quand même que les gens comprennent que quand on a un démarrage de manifestation avec plus de 150 ou 200 personnes cagoulées devant, eh ben il faut les arrêter, il faut arrêter la manifestation, arrêter ces gens-là. Ces gens-là, il faut les mettre en garde à vue ou en prison, j'en sais rien, mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Moi, la manifestation ne me gêne pas. Si les gens manifestent, je le comprends, mais c'est inadmissible qu'on fasse des choses comme ça, c'est tout. Nous, vous vous rendez compte, c'est des désarrois pour des semaines là. C'est-à-dire que nous, c'est des semaines de travail, c'est voilà quoi. Moi, j'ai les boules. Honnêtement, j'ai les boules. C'est comme ça. C'est la vie, mais bon, à un moment donné, c'est pas bon.
Donc je pense que tout le monde prenne conscience qu'à un moment donné, on est des entrepreneurs, on est là pour travailler, on est des commerçants et on n'est pas là pour subir ce genre de choses. Voilà, que les gens manifestent, je le comprends, mais que ça se passe comme ça, c'est inadmissible. Voilà, moi je le dis, c'est comme ça. C'est tout. On n'y peut rien, je ne sais pas. Et maintenant que nos gouvernants prennent la mesure des choses qui se passent. Merci monsieur, vous voyez cette émotion évidemment à regarder l'état de ce magasin, c'est voiture dont il ne reste quasiment rien, à peine les roues et le plancher à l'intérieur du magasin, c'est la même désolation, hein. Les vitres ont été brisées, l'intérieur du magasin, le mobilier cassé, cette voiture à l'intérieur que vous voyez, elle n'a pas été sortie mais ses vitres ont quand même été brisées et puis à l'extérieur vous le voyez, ces carcasses d'une moto et 2 voitures qui ont été totalement calcinées, incendiées donc par les casseurs. Merci Anne-Sora Dubois, on l'a bien compris, hein, l'émotion et la colère. Alors c'est pas le gérant du McDo, le McDo se trouve à côté. Il a été également totalement saccagé. Là c'est l'auto-école qui a été donc prise à partie par ces casseurs. Vous avez entendu la colère de ce commerçant qui dit bon bien sûr on a le droit de manifester mais je ne suis pas protégé, mon commerce n'a pas été protégé. C'est le rôle de la police pourtant. C'est le rôle de la police, évidemment, de sécuriser l'ensemble du parcours. C'est bien là la difficulté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux 1500 effectifs qui étaient déployés sur l'ensemble du parcours. Mais pourquoi, pourquoi quand il y a ce saccage qui est filmé en direct sur les chaînes info, pourquoi les policiers n'interviennent pas tout de suite? Parce que, en fait, à partir du moment où les choses sont enclenchées, elles auraient dû être faites en amont. C'est-à-dire qu'en amont, lorsque ces individus étaient isolés, en amont du cortège, ils auraient dû être effectivement neutralisés à ce moment-là. Après, mais on ne pouvait pas à ce moment-là, puisque l'ensemble des forces était disséminé sur l'ensemble du parcours. Donc à partir du moment où vous fractionnez les forces mobiles d'intervention, elles ne peuvent pas intervenir au pont d'Austerlitz, puisqu'elles sont place d'Italie, elles sont place de la Bastille, elles sécurisaient l'ensemble du parcours, notamment la place de la Bastille qui a beaucoup plus d'avenues que le pont d'Austerlitz. Donc ça disséminait l'ensemble des forces, et ce qui fait que ça mettait en difficulté l'intervention en elle-même. Monsieur Godon, on a franchi un cap là. Bien sûr, on a franchi un cap. Donc on voit bien qu'on a face aux policiers 1200 personnes très organisées. C'est quasiment un groupe paramilitaire qui a prévu tout en fait. Je ne dirais pas le contraire. Surtout qu'à la différence des autres fois, et Madame le confirmera, lors des défilés précédents, que ce soit contre la loi El Khomri ou les autres défilés du 1er mai, ces individus infiltraient les manifestations. Ils ne se mettaient pas en bande organisée devant la manifestation. Ce qui était différent, parce que quand ils sont à l'intérieur de la manifestation, c'est effectivement très compliqué, vous le disiez à juste titre, parce qu'il ne s'agirait pas que, notamment lors des interventions, lors des charges en fait des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmes mobiles, il y ait des manifestants qui soient blessés par évidemment les forces de l'ordre. Ça, ce n'était pas possible. Apolline de Malherbe, Gérard Collomb est en première ligne, il a réagi, il a condamné, il a dit qu'on allait appréhender les auteurs. Alors selon la préfecture, on aura des précisions à 18h30 lors du point presse, mais 200 Black Blocs auraient été interpellés. Édouard Philippe pour l'instant ne s'est pas prononcé, mais quand même le gouvernement devra s'expliquer. Oui, le gouvernement devra sûrement s'expliquer. Gérard Collomb dit qu'il condamne bien évidemment, et il dit tout est mis en œuvre pour éviter ces dégradations. Alors évidemment, vous le voyez assez vite, la droite attrape ces propos de Gérard Collomb en disant si tout est mis en œuvre, alors comment se fait-il qu'on en arrive à des situations pareilles? On a un début d'explication avec vous, monsieur. Le problème, évidemment, c'est que le gouvernement va être pointé du doigt sur son incapacité à avoir contenu ces dégradations, ces violences, et à avoir finalement protégé les manifestants qui, eux, se sont retrouvés en quelque sorte pris dans ces images de violence, et eux-mêmes ont été obligés, la plupart des manifestants qui manifestaient véritablement pour le 1er mai, ont été obligés assez vite de quitter le cortège. Céline Verzelletti, vous étiez donc dans la manifestation, la CGT, co-organisatrice de ce défilé traditionnel. C'est un défilé qu'on vous a volé en fait. Ah ben là, c'est clair que ce qui va tourner en boucle, d'ailleurs, c'est ce qui se fait sur les médias, c'est qu'on va énormément parler de tout de toutes ces violences. Et en effet, on va oublier de dire justement que, comme je le disais tout à l'heure, on était nombreuses, et sur toute la France, parce qu'il faudra quand même voir que dans les autres villes où il y a de grandes mobilisations, d'ailleurs aussi, et de grandes manifestations comme à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, il ne se passe pas ce qui se passe sur Paris. Ça veut dire que lorsqu'on veut, alors même s'il y a moins de monde,
forcément. Mais si on veut sécuriser une manifestation, je pense qu'en effet, on peut le faire. Moi, je voudrais juste dire que c'est quand même pas la première fois que ça se passe comme ça, même si le 1er mai, c'est en effet souvent particulier. C'est assez festif, on vient en famille d'ailleurs. Les manifestants, on vient les enfants avec la famille. Bon, de moins en moins quand même, parce que l'an dernier, ça a commencé. Moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi, je ne viendrai pas avec mes enfants cette fois-ci. Par contre, nous, la CGT, ça fait un moment qu'on a interpellé lors des manifestations contre la loi travail. Nous avons demandé une enquête parlementaire, justement, sur la gestion de l'ordre public lors des manifestations, parce que d'une part, ceux qui cassent n'étaient jamais arrêtés ni neutralisés, et par contre, nous, nos militants et manifestants ont été, il y en a eu beaucoup, ont souvent été arrêtés et malmenés pendant les arrestations, par contre, et en tout cas accusés d'avoir commis des violences, alors que ce n'était pas le cas. Nous avons demandé une enquête parlementaire, nous n'avons pas eu de Vous la demandez cette fois-ci, une nouvelle fois ? qu'elle tient toujours. Nous demandons véritablement à savoir comment se fait-il, parce que c'est vrai que les forces de l'ordre, elles font ce qu'on leur dit de faire, elles se placent comme on dit de leur faire, elles reçoivent des ordres, voilà. Mais je pense que les donneurs d'ordre, les pouvoirs publics doivent s'expliquer de pourquoi les manifestations, depuis plusieurs années, ça a commencé, d'ailleurs sous le gouvernement précédent, pourquoi ces manifestations, systématiquement, ne peuvent pas se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Parce que nous souhaitons manifester, et on va continuer à manifester. Il y a plein d'autres manifestations, je le dis en passant, c'est important. D'ailleurs, dès le 3 mai, il y aura des manifestations de l'éducation nationale, des personnels des finances, des cheminots. Donc nous, on va bien évidemment continuer. Mais c'est clair nous, cette violence ne nous intéresse pas, parce que pour le coup, nous on a apporté des choses très sérieuses, des revendications, du progrès social, et forcément... Jean Garry, ces images, elles vont faire le tour du monde, parce que ça se passe à Paris. C'est ce que j'allais dire. Le président Macron, lui, est en Australie en ce moment. Oui, par rapport justement à l'effet que voulait instituer Emmanuel Macron dans le pays, de ce que c'est que cette présidence macronienne, là, c'est vraiment quelque chose, c'est du perdant-perdant. C'est perdant pour les syndicats et c'est perdant aussi pour le gouvernement, parce qu'il perd son image d'autorité, et il perd aussi cette image de prospérité, en tout cas de réussite, qui était celle à l'international. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très négatif. Je voudrais ajouter une chose, c'est quand même que tout le monde a constaté depuis quelques mois, même quelques années, un durcissement de la parole. La violence verbale s'est accrue, la violence des propos, y compris d'un Laurent Wauquiez, par exemple. Et voilà, ça c'est aussi une des dérives. La violence verbale peut entraîner une violence physique de toutes les matérielles. Juste, parce que quand même le retour de bâton, c'est nous qui allons l'avoir. Ça s'était déjà passé lors des manifestations contre la loi El Khomri d'ailleurs. C'est qu'ils avaient voulu empêcher et interdire les manifestations. Et la répression, c'est nous qui après la subissons. C'est ça le problème aussi. Restez avec nous dans un instant. Le préfet de police va faire un point presse, va nous expliquer ce qui s'est passé cet après-midi en plein cœur de Paris. À tout de suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Écoutez votre instinct. Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. Vibrez au rythme de la musique et de la mode. Galeries Lafayette. Allez Jean, on coupe tout, on passe en mode café et on se reconnecte avec la nature. Une capsule, c'est pas très écolo tout ça. C'est une capsule sans marco, biodégradable et compostable qui préserve tous les arômes de ce café. Voilà. San Marco, per amore del caffè. Direct Énergie invente les heures super creuses. Entre 2h et 6h du matin, votre électricité coûte 2 fois moins cher que pendant la journée. Avec les heures super creuses, vous faites des économies même en dormant. Alors rejoignez Direct Énergie et profitez de votre compteur Linky pour faire encore plus d'économies. Et tu les as piqués les merguez? Faut jamais piquer des merguez fraîches, sinon tu perds toute la saveur. Non, moi je pense qu'il faut juste... Moi je m'appelle Pierre et j'ai toujours raison. Moi je m'appelle Marc et je crois que j'ai oublié le frein à main de ma voiture. Pardon? Il arrive, hein? Pour le constat. Les merguez véritables à 2,99 € chez Lidl. Des saveurs qu'on n'oublie pas. C'est bon ça. Tu les as piqués les merguez? Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
Ça, c'est la nouvelle classe A. Et vous la contrôlez comme ça. Eh Mercedes, mets-moi du hip-hop. Eh Mercedes, il commence à faire chaud ici. Et si on faisait un autre test? Eh Mercedes, appelle maman. Appelle maman. Ah, tu me rappelles enfin. Tu viens bien dîner ce soir. Désolé mec. Et quand vous pensez... On peut pas se garer. Elle vous trouve une place comme ça. Alors oui, c'est une voiture, mais qui est un peu plus comme vous. Nouvelle classe A à partir de 349 € par mois. Nouveau boxeur Athena Endurance 24 heures en coton stretch respirant. Grâce à son innovation anti-odeur, Endurance 24 heures vous garantit un confort sans odeur jusqu'au soir. Boxeur Athena, taillé pour votre confort. Chaque jour en France, vous êtes des millions de personnes à aider vos proches à traverser la maladie. Mylan sait combien chaque geste compte. C'est pour cela que nous nous engageons à vos côtés. En plus de nos médicaments de qualité, aujourd'hui nous offrons des services qui facilitent la gestion de la maladie au quotidien. Car notre ambition chez Mylan, c'est aussi de vous accompagner. Mylan, une meilleure santé Pour un monde meilleur. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. L'actualité a été marquée aujourd'hui par ces scènes de violence en plein Paris, en marge du défilé syndical du 1er mai. On peut même parler de scènes de guérilla. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les groupes d'extrême gauche et anarchistes avaient prévu de faire de cette journée une journée en enfer. Enfer pour les autorités. 1200 individus cagoulés ont cassé, saccagé des commerces comme le McDonald's, des concessionnaires auto, mais aussi des banques. Les CRS, dans un premier temps, ont gardé la distance avec les casseurs et puis ensuite sont intervenus avec un canon à eau et des lacrymogènes. Beaucoup de réactions politiques ce soir. On va tout de suite rejoindre Place de la Bastille. C'était d'ailleurs le départ du cortège syndical Fabien Crombé. Tout est terminé ? Oui, exactement, tout est terminé et la circulation a été rouverte aux véhicules. Vous le voyez, c'était l'itinéraire du cortège. C'est par là que le cortège de ce 1er mai est passé et c'est par là que les personnes cagoulées, ce millier de personnes cagoulées a été repoussé après avoir incendié un McDonald's de l'autre côté de la Seine. Ils ont été repoussés jusqu'ici et c'est là qu'ils ont installé une barricade à l'aide de tout ce qu'ils trouvaient sous la main, des planches en bois, des barrières, des collecteurs de vêtements et c'est là qu'ils ont tenu un barrage face aux CRS qui les ont repoussés. Désormais, tout est terminé. On est en train de nettoyer. Ce barrage, il a été justement démantelé par des véhicules blindés des forces de police. Et puis, ce sentiment terrible des manifestants qui sont en train de revenir, puisqu'ils sont allés jusqu'à la place d'Italie, c'est ce sentiment d'avoir eu leur message volé par ces casseurs aujourd'hui, eux qui défilaient pour le 1er mai, qui déjà disent avoir du mal à unifier leurs forces dans leurs combats sociaux. Eh bien, justement, ils dénoncent ces casseurs et ce cassage qui ne leur permet pas de faire passer ce message, en tout cas d'énormes affrontements et des dégâts considérables ici à nettoyer entre la place de la Bastille et la Seine, juste derrière nous. Merci Fabien Crombé en direct de la place de la Bastille. Donc le cortège est arrivé, les scènes de violence sont terminées. Maintenant l'heure est au bilan de ce qui s'est passé et on va en parler avec Thierry Arnaud, le chef du service politique. Il y a beaucoup de réactions politiques, notamment l'opposition qui parle de faillite de l'État républicain et qui demande des comptes à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance Police. Il faudra tirer les conséquences. Un cap a été franchi, c'est la première fois qu'on voit lors d'un défilé du 1er mai, 1200 personnes cagoulées casser les commerces et s'en prendre aux forces de police. Et puis Yann Brossa, l'élu parisien, l'adjoint PCF communiste à la mairie de Paris. Yann Brossa, votre réaction après ces scènes de violence assez hallucinantes en plein cœur de Paris? C'est une réaction de colère. Et cette colère, je l'exprime à la fois en tant qu'adjoint à la maire de Paris, responsable à ce titre de cette ville, et aussi en tant que manifestant. J'étais dans cette manifestation à 14h, place de la Bastille, et à ce moment-là, c'était encore une manifestation certes combative, mais bon enfant, donc beaucoup de colère et une condamnation évidemment sans appel de ces 1200 abrutis qui ont gâché
cette mobilisation, qui était par ailleurs une belle mobilisation. Je pense vraiment qu'il faut qu'on mette hors d'état de nuire ces abrutis qui sont de plus en plus fréquemment présents lors des mobilisations sociales. Ce sont des gens d'extrême gauche ? Je n'en sais rien, d'ailleurs je ne les connais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que ce sont des abrutis qui empêchent des tas de gens de manifester tranquillement. Et il n'y a rien de commun entre l'infirmière qui se bat pour son hôpital et ces gens qui manifestent dans la violence et qui d'ailleurs ne doivent même pas savoir ce que c'est que le travail. Qu'est-ce qu'on dit aux commerçants parisiens qui sont les premières victimes, avant même les manifestants, de cette casse ? D'abord, je comprends évidemment leur douleur. J'ai entendu tout à l'heure le témoignage d'un concessionnaire sur votre antenne qui était déchirant. Ce sont des gens qui travaillent, qui consacrent une énergie énorme à réussir dans leur domaine. Et évidemment que leur travail est gâché par tout ça. Évidemment, il faudra que la ville de Paris les soutienne dans les semaines qui viennent après ce qui s'est passé. Alors, dans un instant, le point presse, des explications de la préfecture de police. Je voudrais qu'on écoute une autre réaction politique, celle de Sébastien Chenu, le député du Nord du Front National. Le Front National, d'ailleurs, qui avait délocalisé son 1er mai à Nice. Alors, à Nice, semble-t-il, il n'y a pas eu d'incident. Sébastien Chenu, votre réaction après ces scènes de guérilla en plein cœur de Paris cet après-midi ? Oui, merci d'ailleurs de rappeler qu'il n'y a pas eu d'incident à Nice. On voit où se niche la violence, on voit qui sont les violents et on voit comment l'extrême gauche peut mettre en lambeaux une manifestation du 1er mai à Paris. Évidemment, cette réaction, c'est d'abord une pensée pour les riverains, pour les commerçants qui subissent encore une fois toute cette violence, ce déferlement de violence d'extrême gauche, mais également une interrogation: que fait l'État, que fait le gouvernement, que fait le président de la République à part aller se balader en Australie un 1er mai? Et comment peut-on laisser 1200 black blocs, c'est-à-dire des militants d'extrême gauche radicale, il faut dire les choses, envahir Paris et tout casser? Mais où sommes-nous? C'est consternant. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de protéger les Français. Cela fait longtemps que nous le disons. Et encore une fois, nous en avons la triste démonstration. Alors vous dites extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui, dit sans doute extrême droite. Oui, écoutez, faut arrêter de baratiner les gens. On sait qui sont les Black Blocs, on sait qui sont ces militants. D'ailleurs, ils avaient été repérés sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur les avait identifiés comme tels. Ce sont des militants de gauche radicale, d'extrême gauche, qui viennent pour casser, pour non pas dénoncer quelque chose de politique, mais pour mettre à sac nos villes. Ce n'est pas la première fois. Ça fait des années qu'on demande la dissolution de ces organisations, quelles qu'elles soient. Il faut les dissoudre. Cela fait des années que nous le demandons. Ces gens ne sont jamais interpellés, ne sont jamais condamnés lorsqu'ils sont interpellés. C'est assez rare. Il faut en finir avec ces gens qui sèment le désordre dans nos villes et qui mettent finalement l'autorité républicaine à genoux. Alors, près de 200 Black Blocs ont été interpellés selon la préfecture de police. Donc, on a interpellé certains de ces casseurs. Oui, d'ailleurs, vous le reconnaissez, vous venez de le dire, 200 Black Blocs. Eh bien, les Black Blocs, ce sont des militants d'extrême gauche radicale. Il faut le répéter, il faut le dire. N'ayez pas peur des mots, cher monsieur. Répétez bien que les Black Blocs, ce sont des militants d'extrême gauche radicale. Ils ont été interpellés. Il faut qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait. Les commerçants, les riverains, les habitants attendent des sanctions fermes. On ne peut pas continuer à vivre dans un État dans lequel nous ne sommes pas protégés, dans lequel les Français ne sont pas protégés. Le gouvernement va devoir rendre des comptes. Que fait monsieur Collomb, qui avait identifié tout cela? Que fait le président de la République en balade en Australie un 1er mai? On leur demande d'agir, on demande que la justice passe, que la justice sanctionne ces gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Merci Sébastien Chenu pour cette réaction pour le Front National. Thierry Arnaud, explication dans un instant de Michel Delpech, le préfet de police de Paris. Gérard Collomb devra sans doute aussi, en tant que ministre de l'Intérieur, s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste des techniques de maintien de l'ordre, mais manifestement il y a tout le monde savait qu'il y aurait sans doute des scènes de violence et il y a une fatalité finalement. La première chose qui frappe, c'est évidemment celle-là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés par cette manifestation de près ou de loin disent depuis des jours maintenant qu'il faut s'attendre à des débordements. Philippe Martinez, le patron de la CGT, l'a dit ici même dans ce studio face à Jean-Jacques Bourdin ce matin. Donc la première question qui se pose, c'est évidemment de savoir dans les circonstances où ces débordements étaient attendus, pourquoi ils n'ont pas pu être maîtrisés. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est la première fois qu'on assiste à des débordements de cette importance, à des violences des casseurs depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, est à l'Élysée. On sait que c'est un président qui est attaché à une image de fermeté. Et que là, pour le coup, elle est déjà mise en cause. L'autorité de l'État est mise en cause par un certain nombre de ses opposants, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Marine Le Pen, bref, Sébastien Chenu à l'instant. On commence à pilonner et naturellement, ça ne va pas s'arrêter. Il va falloir que, au-delà du préfet qui fournira un certain nombre d'explications techniques, évidemment, il faudra que le gouvernement s'explique et ce sera sans aucun doute le cas d'Emmanuel Macron dans quelques heures, puisque ça vient d'être dit
Il est en Australie en voyage officiel. Il a prévu de tenir une conférence de presse dans les petites heures du matin. C'est la nuit au moment où on se parle en Australie, Olivier. Mais il ne fait aucun doute qu'à l'occasion de cette conférence de presse, il sera évidemment interrogé sur les développements de la journée ici à Paris. Alors on va attendre dans un instant les explications du préfet de police, mais monsieur le policier Stanislas Godon, la préfecture avait dès hier alerté dans un communiqué de presse en expliquant qu'elle craignait des débordements et que pour cela elle avait mis en place des contrôles et des fouilles, notamment place de la Bastille au départ du cortège. Comment ça se fait que malgré ces contrôles renforcés aux abords du cortège et au départ du cortège, on puisse voir ces 1200 cagoulés arriver armés et organisés? Tout d'abord, en fait, en dehors de tout contexte politique, je vais essayer de garder mon rôle de représentant des policiers. En maintien de l'ordre, vous savez, quand il y a des réquisitions du procureur pour procéder à des contrôles d'identité, des fouilles notamment de sacs, ça se fait sur le périmètre du cortège. Visiblement, ces individus sont venus à l'extérieur puisqu'ils se sont installés en amont du cortège pour évidemment occuper toute la tribune et tout l'espace médiatique. Là-dessus, je suis pas sûr que, en l'état actuel des informations que j'ai, que les consignes aient bien été données, y compris dans le métro, pour avoir notamment contrôlé tous les individus qui avaient des bagages. Pas de fouilles dans le métro. Pas forcément à toutes les stations de métro. Donc ce qui veut dire que ces individus ont pu s'équiper en toute impunité en amont du cortège, parce que, et je le rappelle, en maintien de l'ordre, participer à une manifestation avec le visage dissimulé, c'est interdit. Lorsqu'on ne fait pas partie de la déclaration de manifestation, ça veut dire qu'on participe à un attroupement, c'est un délit. Donc c'est pour ça que nous, collègues, policiers, CRS, gendarmes mobiles, on n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas eu l'ordre, effectivement, d'interpeller et de neutraliser ces individus. Ceci étant, il faut rappeler que nous étions 1500 sur l'ensemble du parcours de la manifestation. Ça veut dire de la Bastille jusqu'à la place d'Italie, y compris tous les établissements sensibles, notamment la fac de Tolbiac et la fac de la Sorbonne, qui étaient sécurisés depuis le matin même. Donc c'est vous dire à quel point, je dirais, les forces en présence étaient en déséquilibre et qu'il était très compliqué d'interpeller 1200 individus armés, parce qu'ils étaient armés, on l'a bien vu sur les images, avec seulement quelques centaines de policiers. Yann Brossa, vous étiez dans le défilé, vous condamnez ces violences, vous dites que ce sont des abrutis. Alors, je vous interromps un instant, vous pourrez répondre tout à l'heure. On va écouter le point presse de la préfecture de police, monsieur Michel Delpuech.